Jusqu'à ma mort, jamais je lui pardonnerai, jamais. La vie de Marie-Ange Laroche a été une succession de drames. Cette affaire avait tout d'un très très bon Simenon. On n'a plus le droit de mettre en doute le rôle de la mère. Or, c'est ça qui faisait vendre du papier. On comprend le débordement médiatique, mais ce que l'on ne peut que conspuer et critiquer, c'est le fait de s'être acharné. Grégory Villemain est mort, première victime. Bernard Laroche est mort, deuxième victime. Troisième victime, la justice, puisque cette affaire est un gâchis extraordinaire. Secret de village, secret de famille, secret de vallée, tout est possible. L'affaire Grégory. C'est la mort atroce d'un petit garçon de 4 ans, plongé pieds et poings liés dans les eaux froides de la Vologne. Un enfant victime d'un corbeau sadique, d'une effroyable vengeance. L'affaire Grégory, c'est ensuite un incroyable gâchis judiciaire et un lynchage médiatique sans précédent. 30 ans après, ce dossier reste un mystère et continue de faire la une à chaque péripétie judiciaire. Que sont devenus ces acteurs? Qu'a changé cette affaire au niveau des lois, des investigations scientifiques, des méthodes d'enquête, de l'approche judiciaire? Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les protagonistes de l'affaire Grégory et d'analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors norme. On ne saura sûrement jamais qui est l'auteur du meurtre de Grégory Villemain. 16 ans, presque jour pour jour, après que le garçonnet de 4 ans et demi ait été retrouvé ligoté et noyé dans une rivière des Vosges, les traces d'ADN qui auraient pu permettre d'identifier le corbeau ne sont pas interprétables. Tout commence à l'Épanche-sur-Vologne, un petit village des Vosges. Le 16 octobre 1984, peu après 17 h, Grégory Villemain, 4 ans, disparaît alors qu'il joue devant la maison de ses parents. Sa mère repasse du linge à l'intérieur. Personne n'a rien vu, rien entendu. Immédiatement, les gendarmes fouillent le village et ses alentours. Quelques heures plus tard, ils découvrent le cadavre de l'enfant dans la rivière de Dossel, un bourg voisin. On observe qu'il est attaché des pieds à la tête, c'est-à-dire les pieds, les jambes, les mains devant son corps, que la même cordelette qui l'attache passe également autour de son cou. Qui a pu jeter un enfant de 4 ans dans les eaux sombres de la Vologne? C'est un geste insensé. Grégory semble avoir été sacrifié au vu de tous. 2 photographes présents ce soir-là immortalisent cette scène insoutenable. C'est une première. Jamais la photo du cadavre d'un enfant n'avait été publiée en France. C'est aussi le début de la saga Villemain. Une demi-heure à peine après sa disparition, le crime est revendiqué au téléphone. Au bout du fil, une voix rauque que les Villemain connaissent bien. La famille très vite désigne le corbeau comme étant l'auteur du meurtre. Et donc on découvre qu'un corbeau a effectivement nui à la vie de la famille Villemain, au sens large, pendant les années précédentes. Un corbeau assassin. Dès le lendemain, l'affaire fait la une de la presse. Un journaliste parvient même à décrocher un scoop. Les confidences et les soupçons à chaud du père de Grégory, Jean-Marie Villemain, qui accuse. Jean-Marie Villemain, qu'est-ce qui vous en veut à ce point? Je ne sais pas. Je peux pas savoir. Jean-Marie Villemain, est-ce que vous pensez que le meurtrier, l'assassin de votre fils, vous le connaissez? Moi, je le connais. Et voilà que ce matin du 17 octobre, le père de Grégory reçoit une lettre postée la veille à 17h15 de l'Épanche-sur-Vologne. Le corbeau y revendique à une seconde reprise, et par écrit cette fois-ci, le meurtre de Grégory.
C'est un billet très court, hein. La lettre dit textuellement ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils, voilà ma vengeance, pauvre con. Les Villemains ont déjà reçu des centaines de courriers et d'appels du Corbeau. Cible de cet interlocuteur diabolique, Jean-Marie Villemain. Pour identifier l'assassin de Grégory, il faut donc découvrir qui se cache derrière le Corbeau. Tout le monde veut résoudre l'énigme. Les gendarmes et, fait rarissime, les journalistes aussi. « 30 ans plus tard, Laurence Lacour se souvient encore du climat qui régnait à l'époque dans la vallée de la Vologne. Laurence Lacour, dès le départ, cette affaire est une sorte de jeu pour les journalistes? C'était facile d'imaginer qu'on pouvait aider à résoudre l'énigme parce que les témoins étaient accessibles, les lieux étaient accessibles, donc tous les éléments, ou presque, étaient à la disposition des journalistes ou comme des gendarmes. Donc il suffisait de suivre ceci pour savoir qui allait être interrogé, de passer derrière eux et de rassembler ensuite les témoignages. On s'est aperçu à l'épreuve du temps que c'était évidemment pas aussi simple et que ça desservait évidemment plutôt l'enquête que ça ne pouvait la servir. Certains journalistes jouent même aux détectives, comme Jean Kerr, grand reporter à Paris Match, qui ne lâche pas les gendarmes d'une semelle et arrive parfois même avant eux. J'ai eu la chance de rentrer dans toutes les familles, le premier, je disais même aux gendarmes, « Ah ben j'ai eu de la chance, je suis arrivé avant vous. » Parce que les gendarmes, qu'est-ce qu'ils disaient aux familles? Ils disaient « Ne parlez pas aux journalistes et donnez pas de photos. » Heureusement, j'étais passé avant les gendarmes. L'avocat des Villemains, Maître Garot, leur présente Jean Kerr comme un homme de confiance. Christine et Jean-Marie l'accueillent donc chez eux, sans se méfier. Ils ouvrent la porte, ils ouvrent la lumière. Et moi, j'ai une idée, d'un seul coup, je dis, est-ce que je pourrais voir la chambre de l'enfant? Et Jean-Marie me regarde comme ça en disant, qu'est-ce qu'il vaut celui-là? Il est gonflé. Et il y a Garot qui fait, oui, on voudrait la voir. Et je vois encore la main de Jean-Marie qui déverrouille la porte. Et je dis à Jean-Marie, Jean-Marie, vous permettez, je voudrais faire une photo. Il regarde Christine et il me dit, dépêchez-vous, faites vite alors. Après, on est rentré dans la cuisine, on a discuté un petit peu. J'ai dit, maintenant, vous avez des photos parce que pour Paris Match, on aimerait avoir des belles photos. Alors tout le monde s'est mis à fouiller dans les tiroirs, dans les boîtes à carton, les boîtes à chaussures. Et ils ont déposé les photos. Et je les ai choisies. Et j'ai pris 32 photos. C'était un trésor, on peut appeler ça un trésor de guerre. Jean Kerr, à l'époque, vous avez réussi une incroyable intrusion dans la famille Villemain. Quel regard portez-vous sur votre travail aujourd'hui? Ce que j'ai comme image de moi, c'est que j'ai bien fait mon métier. J'ai pas été un escroc, j'ai pas volé de photos. On m'a donné les photos, on me les a prêtées. J'ai quelquefois mis un certain temps pour les renvoyer, comme c'était, hein, comme on fait d'habitude, parce que sinon, les photos, 8 jours après, elles seraient retrouvées dans un journal concurrent de Paris Match. Mais quoi qu'on en dise, même les détracteurs, moi je trouve que j'ai fait mon métier honnêtement. Je l'ai fait honnêtement. Est-ce que vous avez des remords d'avoir bousculé les Villemains en plein deuil? Moi, je ne change pas mon fusil d'épaule, je ne retourne pas ma veste. Et moi, je pense que je referai la même chose. Parce que je l'ai fait avec du sentiment, je ne l'ai pas fait en affairiste ni en prédateur. Pendant ce temps, les gendarmes tentent toujours d'identifier le Corbeau. Ils savent que ce genre d'individu se délecte souvent à observer la réaction de ses victimes. Les grands-parents de Grégory sont ceux qui ont reçu le plus d'appels et de lettres anonymes. Ils habitent un village voisin, Aumonzay. Le Corbeau est peut-être tout près. Nous avons eu connaissance par les experts que le Corbeau était quelqu'un de géographiquement proche des gens qu'il visait, c'est-à-dire la famille d'Albert Villemain. Et c'est ainsi que, indirectement, on est arrivé à Bernard Laroche.
Bernard Laroche. Un cousin germain de Jean-Marie Villemain, marié et père d'un petit garçon du même âge que Grégory, Sébastien. Les gendarmes soumettent Bernard Laroche à une dictée pour comparer son écriture à celle du corbeau. À l'issue, les experts la jugent intéressante. Et puis, sur l'une des lettres, il y a les empreintes d'une écriture tracée auparavant sur le même bloc, ce que l'on appelle un foulage. Et ce foulage laisse apparaître distinctement un L et un B. Et lorsqu'on superpose le L et le B gravé dans la lettre du corbeau avec la véritable signature de Bernard Laroche, ça colle. Le lendemain, Bernard Laroche est interpellé, mais l'homme nie. Alors au bout de 24 heures, il est relâché. Mais voilà que sa belle-sœur, Muriel Boll, une collégienne de 15 ans, fait des révélations aux gendarmes. Après plusieurs heures d'interrogatoire, elle explique que c'est bien Bernard Laroche qui a enlevé le petit Grégory. Muriel avoue que Bernard Laroche est venu donc la chercher à la sortie du collège, mais qu'ensemble, ils sont partis à l'éponge et qu'elle l'a vu enlever le petit Grégory. Les gendarmes retournent aussitôt chercher Bernard Laroche. Il est arrêté de manière incroyable, face caméra. Là, ce jour-là, et cette image-là qui va rester, on a fabriqué un coupable. Bernard Laroche devient publiquement l'assassin de Grégory. Les journalistes trouvent même le mobile, la jalousie. Bernard Laroche en veut aux Villemain parce que leur famille a réussi mieux que la sienne. Et puis, les Villemain avaient un enfant rayonnant, alors que celui des Laroche est un petit garçon fragile. Marie-Ange Laroche, l'épouse de Bernard, garde aujourd'hui encore un souvenir amer de cette époque. Marie-Ange Laroche, on a dit des tas de choses sur votre famille, que vous jalousiez les Villemain. Je ne vois pas où il pouvait y avoir de la jalousie. On était aussi bien qu'eux, hein, sinon plus. Hein. Bernard était contre-maître aussi, on avait notre maison. Je veux dire, on manquait de rien. Et la jalousie, je ne vois pas d'où elle pouvait venir. Hein. On a aussi parlé à l'époque de la santé de votre petit garçon, Sébastien, et de la jalousie que vous auriez pu porter à l'égard de Grégory, qui lui était un petit garçon du même âge, bien portant. Quand on arrive à ces propos, c'est vrai que ça me met un peu sur les nerfs, parce que Sébastien est un enfant comme tout le monde, fragile. Fragile, oui, mais je veux dire, il faut qu'on arrête, quoi. Avec ça, parce que Sébastien a été élevé comme un garçon normal, c'est un gosse normal, quoi. Comment est-ce que vous avez vécu toutes ces accusations? On a du mal, ça fait 30 ans bientôt, et on vit avec ça pratiquement tous les jours, quoi. Je veux dire, ça nous poursuit, ça nous suit, quoi. On sort pas idem avec tout ça. À ce moment-là, Marie-Ange ne le sait pas encore, mais sa vie est sur le point de basculer. Son mari, Bernard Laroche, est inculpé pour l'assassinat de Grégory Villemain. Dès le lendemain, coup de théâtre, Muriel Boll se rétracte, là encore, devant les journalistes. Ils ont dit qu'ils me placeraient dans une maison de correction. Que si je disais pas ça au juge, qu'ils me placeraient dans une maison de correction. Donc dans cette voiture, dans la voiture de Bernard, vous n'y étiez pas? Non, je n'étais pas dans la voiture de Bernard. J'ai jamais été sur l'éponge, tout ça. Où le gosse a été noyé, j'ai jamais été là. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. Le seul témoignage à charge contre Bernard Laroche vient de s'écrouler. Pour les gendarmes, ce revirement s'explique, il est dû aux pressions que sa famille a exercées sur elle. Un avis que ne partage toujours pas, 30 ans après, l'avocat de Muriel Boll. Maître Pron, Muriel Boll a accusé son beau-frère
de manière circonstanciée avant de se rétracter. Madame, vous faites allusion à une mise en scène, le procès-verbal de cette garde à vue est en soi la preuve de tous ces mensonges, car ce n'est pas la façon dont s'exprime une gamine de 15 ans, en plus en retard scolaire, comme elle était en 4e, mais c'est un langage de gendarme. Pour vous, maître Muriel Boll, ces aveux, on lui a soufflé. On ne les a pas soufflés, on les a écrits à sa place. Elle n'a rien dit du tout. Ils ont été purement et simplement fabriqués. Et qu'on lui a dit, de toute façon, ton beau-frère a tout avoué. Elle a dit, mais où sont ces aveux? Ah, ils sont chez le juge d'instruction. On a menti. Alors, je vous indique qu'aujourd'hui, la garde à vue, dans de telles conditions, est impossible. Elle serait illégale. Muriel Boll a-t-elle subi des pressions pour se rétracter et pour retirer ses accusations contre Bernard Laroche? Muriel Boll n'a pas subi de pression quelconque. C'est quand elle a appris la chose et qu'elle a vu les caméras se tendre vers elle, elle a dit mais non, elle pleurait, elle a dit je ne suis jamais allée à l'épanche. Et du coup, sa mère lui a dit eh bien, voilà, il faut aller devant le juge d'instruction et confirmer tout ça. Elle est allée librement. Une accusation montée de toutes pièces. C'est aussi la thèse de Gérard Welzer, l'avocat de Bernard Laroche, pour qui les gendarmes puis les journalistes ont fabriqué un coupable parfait. Lorsque Bernard Laroche est arrêté, la presse le présente comme un monstre avec des preuves accablantes. En fait, dans le dossier, il y a un élément qui est l'audition de Muriel, qui vient l'accuser de différentes choses, vient dire « il était avec moi, il y avait son fils Sébastien, on a été chercher Grégory », c'est-à-dire qu'il ne manquait plus que le gyrophare, ils y vont à 4 pour enlever un enfant. Donc, il n'est pas coupable, mais il faut un coupable. C'est là qu'on va s'intéresser à Christine Villemain. Des soupçons vont se polariser sur la mère de Grégory Villemain, parce que dans le premier mois d'enquête, plusieurs collègues de travail de Christine Villemain viennent déclarer qu'elles ont vu Christine Villemain en train de poster une lettre à la poste de l'Épanche-sur-Vologne le 16 octobre 1984 au soir, sachant que le 17 octobre 1984, Jean-Marie Villemain a reçu une lettre revendiquant la mort de Grégory Villemain. Ce serait donc Christine Villemain qui aurait posté la lettre de revendication du crime. Avec ces témoignages des filles de la Poste, tous les objectifs se braquent maintenant sur elle. Et si c'était la mère? La rumeur enfle, c'est l'incroyable, l'impensable accusation. On vend mieux le crime d'une mère que la jalousie d'un cousin. Ça doit être... c'est tout bête. Et qu'importe d'ailleurs si le témoignage des filles de la Poste n'est pas corroboré par l'enquête. Nous avons donc entendu et réentendu à plusieurs reprises donc Christine Villemain, qui a toujours eu une réaction tout à fait claire, hein, qui a dit, premièrement, elle se trompe. Je ne portais pas les habits qu'elle décrive ce jour-là, sans quoi elle avait raison. Deuxièmement, elle a affirmé que la veille, c'était la veille qu'elle était allée à la Poste. Et elle nous a dit, j'ai envoyé telle et telle lettre la veille. Nous avons fait des recherches. Nous en avons retrouvé une des deux, un catalogue. La deuxième n'a pas été retrouvée. Mais bref, elle a répondu de manière tout à fait logique et claire. Pourtant, Jean-Michel Lambert, le juge d'instruction que la presse surnommera bientôt le petit juge, fonce dans la même direction que les journalistes. Il abandonne la piste Laroche et désigne de nouveaux experts en écriture, qui contredisent formellement les précédents. L'écriture du corbeau n'est pas celle de Bernard Laroche. 3 mois plus tard, il est libéré, même s'il reste inculpé d'assassinat. Bernard Laroche rentre donc chez lui et retrouve sa femme et son fils, toujours devant les caméras, dans une mise en scène savamment orchestrée. Vous êtes innocent? Oui, je suis innocent. Ça, je peux le dire à n'importe qui. Je suis innocent. J'espère que le vrai coupable sera trouvé un jour. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vous en veulent? Ouais, je m'en doute. Oui.
qu'il y en a même qui ont menacé de vous tuer. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces gens-là? Je peux leur dire que c'est pas moi, puis de toute façon, c'est pas parce qu'ils vont me tuer que ça fera revenir le petit Grégory. Cette image de Bernard Laroche, elle provoque une colère inouïe chez les parents de Grégory, parce qu'ils voient celui qu'on leur a décrit comme l'assassin de leur enfant, ils le voient libre, ils le voient avec leur fils alors qu'eux n'ont plus le leur, ils le voient au travail alors qu'eux ont perdu leur travail, enfin ils sont en arrêt maladie mais ils ne travaillent plus. Ça rend Jean-Marie Villemain fou, parce qu'il ne peut pas supporter qu'on commence à orchestrer des soupçons sur la tête de sa femme alors que Bernard Laroche est libéré. Il ne peut pas comprendre. Les parents de Grégory restent convaincus que Bernard Laroche a tué leur fils. Ils veulent se venger. Certains journalistes les auraient incités. Montré du doigt, Jeanker, devenu le confident mais aussi l'informateur des Villemain. Le journaliste a accès aux déclarations officielles des uns et des autres et a enregistré les accusations de Muriel Boll sur son magnétophone. Les Villemain le savent, ils veulent écouter l'enregistrement. Et Jeanker va céder. Il y avait ma voix qui était un peu lugubre, je lisais. Alors, il y avait Muriel qui parlait, qui disait, il est monté, il est revenu avec un petit garçon. On est parti, et il y avait une rivière à côté, il y avait un pont, mais il roulait vite, qu'elle disait dans le PV, etc. C'était dingue, en même temps. Et alors, eh bien, arrivé là, il m'a dit, je reviens tout de suite. Il est parti avec le petit garçon, et je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais il est revenu sans le petit garçon. Alors... Pourquoi vous faites écouter ça à Jean-Marie Villemain? Bah, il voulait savoir, parce qu'il m'avait dit, Jean, de toute façon, on te dira, on prépare quelque chose, mais on voudrait savoir un peu, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient envie de le tuer. Il m'a dit, bouge pas, il est revenu, et puis d'un seul coup, il m'a acheté un objet. Il m'a acheté un objet, mais sur moi, carrément. J'ai fait ça, c'était le fusil à pompe. Il m'a dit, c'est pour buter Laroche. Alors là, j'ai commencé à me rendre compte que là, j'étais vraiment pris dans une espèce de piège. J'étais pris à mon propre piège, en fin de compte. Que vous étiez allé trop loin? Non, parce que le fusil, il l'avait acheté 15 jours auparavant. Ils m'ont dit qu'ils avaient essayé de tuer Bernard Laroche 2 fois, mais qu'il y avait du monde autour. Donc, c'était pas moi, ce jour-là, qui déclenche. Et pourquoi vous n'allez pas voir les gendarmes? Parce que la soirée n'était pas terminée, et moi, je voulais quand même, je veux dire, les rassurer. Je leur avais dit qu'il ne fallait pas passer à l'acte, qu'ils laissent faire le juge, que de toute façon, s'il tuait Laroche, il ne saurait jamais la vérité sur la mort de Grégory. Ce soir-là, Jeanker pense avoir dissuadé les parents de Grégory de mettre à exécution leur macabre projet. Alors, il rentre à son hôtel. Mais dans la nuit, pris de remords, le journaliste fait demi-tour et ses craintes se confirment. Ça a été comme un scénario catastrophe. Il y avait le monument aux morts au carrefour d'Aumonzey où allait descendre Bernard Laroche. Il y avait Jean-Marie qui était à genoux avec son fusil comme ça, braqué en direction de la route qui allait déboucher. Et il y avait Christine Villemain qui était au volant, qui était moteur tournant comme ça. Alors j'étais à la voir et elle me dit laissez-nous tranquilles, elle me vous voyait à l'époque. Laissez-nous tranquilles, vous allez nous faire rater, etc. Mais je dis non mais pourquoi vous avez tué Bernard Laroche? Je dis ça va pas du tout, arrêtez vos conneries maintenant, c'est terminé le scénario maintenant, hein, on arrête ça maintenant. Pendant que Jean-Marie Villemain fomente son insensé projet de vengeance, l'enquête continue. Et coup de théâtre, elle change de main. Les gendarmes sont dessaisis, le juge Lambert décide de confier l'enquête à la police judiciaire de Nancy. Colonel Sesma, comment s'est passée la collaboration avec les policiers qui ont repris l'enquête? En fait, il n'y a eu aucune collaboration avec la police. Aucune collaboration. Ils ont refusé de travailler avec nous. Ils ont refusé tout contact. Ils sont partis en prenant tout notre travail à contre-pied. Tout ce qui allait dans le sens de Bernard Laroche était démonté, ne les intéressait pas. Et ils se sont focalisés vraiment à 200% sur la thèse Christine Villemain.
Le juge Lambert souhaite désormais inculper Christine Villemain. Mais les journalistes vont encore le griller. Ce sont eux qui vont divulguer l'information. La mère de Grégory, qui est enceinte d'un nouveau petit garçon, apprend son inculpation à la radio. Un choc qui la conduit droit à l'hôpital. La jeune femme risque de perdre son deuxième enfant. Fou de douleur, Jean-Marie Villemain, toujours persuadé que l'assassin est Bernard Laroche, fonce l'attendre devant chez lui. Un nouveau drame va se nouer dans la vallée de la Vologne. Ce 29 mars 1985, Bernard Laroche rentre avec sa femme et son fils. Et lorsqu'ils descendent de voiture... Juste avant de refermer ma portière, j'ai entendu des pas lourds, quoi. Je me suis retourné et c'est là que j'ai vu Jean-Marie Villemain avec le fusil. Il a voulu parler un peu, il a parlé un peu, disons, avec Bernard, ils ont dialogué. Je me souviens de quelques paroles. Jean-Marie lui a dit « c'est de ta faute s'ils sont tous sur Christine ». Bernard lui a répondu « je te le jure Jean-Marie, je te comprends, mais c'est pas moi qui a tué ton gosse ». J'ai fait un écart pour me retourner vers Bernard et c'est là que j'ai vu Bernard mettre ses mains à la poitrine tomber. J'ai même pas entendu le coup de feu, quoi. J'étais, je sais pas, en panique, je sais pas. Parce que je pensais pas qu'il aurait tiré, quoi. Puis Sébastien était derrière la porte, il était là quand son père est tombé et il hurlait. Il hurlait, il s'était mis sur son père, il disait « enlève-moi ça, enlève-moi ça », il était plein de sang. Vous saviez que ça allait arriver? Début mars, on m'avait téléphoné. Et on m'a dit « Marie, méfie-toi, il y a Villemain qui est au château d'eau, à sa voiture, et derrière, il dit « il y a une couverture sur le siège derrière », et il dit « ça a bien la forme d'un fusil, quoi ». Donc j'avais appelé la gendarmerie à Bruyères. Et j'ai dialogué avec très peu de temps avec le gendarme que j'avais. Et il me dit, si je comprends bien, s'il arrive quelque chose à votre mari, ça sera de notre faute. Je dis, c'est tout de même pas de la mienne, quoi. Et il m'a raccroché au nez. Et la semaine d'après, ça recommençait, quoi. On me téléphonait, on a même appelé ma sœur en lui disant qu'il fallait faire attention à Bernard, le protéger, parce que Villemain guettait autour de la maison, quoi. Là, j'ai rappelé Maître Belzer, il me dit, écoutez, dès demain, je vais au tribunal. Je vais poser donc une demande de protection. Pour une demande de protection. Et au final, ben, j'ai jamais vu personne. Personne n'est venu nous demander si ça allait ou pas, quoi, je veux dire. Et puis, le 29 mars, ben... Ce jour-là, vous aviez une annonce à faire à votre mari? Ben, disons que je lui avais fait sur le trajet du retour, de Grange à Aumonzay. Je lui ai dit que j'avais reçu les résultats puis qu'on allait avoir un autre enfant. Votre fils, Jean-Bernard, oui. Comme ça que vous l'avez appelé en hommage à son père, oui. Ne l'a jamais connu. Comment il va aujourd'hui? Ben, je pense qu'ils ont la haine aussi, ils sont comme moi. Hein, Vos deux garçons? Mes deux garçons, comme moi, c'est sûr que, bon, eux ont perdu leur père, moi j'ai perdu mon mari. Et pour eux, c'est dur, quoi. Et élever son père, ils en auraient eu besoin. Sébastien, comment est-ce qu'il s'est remis de ce drame épouvantable, de voir son père mourir devant lui? Sébastien a grandi avec cette douleur et Sébastien, à l'heure d'aujourd'hui, ne s'en est jamais remis. Aujourd'hui, Sébastien est très malade. Et je pense que l'affaire a beaucoup participé à sa maladie. Bernard Laroche est mort assassiné moins de 2 mois après sa sortie de prison. Ni coupable, ni innocent. L'échec est sévère pour la justice qui n'a rien fait pour éviter le drame. Et pour les journalistes dont certains auraient largement
contribué à le provoquer. Jean-Marie Villemain a finalement mis son projet macabre à exécution. Il a tué son cousin, Bernard Laroche. Est-ce que vous vous êtes senti responsable quand vous l'avez appris? A posteriori, évidemment, quand j'ai entendu... moi, j'étais à Petit-Mont, dans le village natal de Christine Villemain. J'enquêtais d'ailleurs. Et j'ai entendu un flash qui disait, un flash spécial de RTL qui disait Jean-Marie Villemain a abattu son cousin germain Bernard Laroche. Et j'ai appelé le journal. Et le journal m'a dit attends, on a un appel qui nous dit que, un quart d'heure après évidemment, que les flics te recherchent parce qu'ils veulent t'entendre pour la première tentative d'assassinat de Bernard Laroche. Alors je leur ai dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais, je rentre, ils m'ont dit non, tu vas le planquer dans un hôtel et tu vas écrire ton papier sur la fameuse nuit du cauchemar que tu as vécue. La nuit du cauchemar, c'est la nuit où vous empêchez Jean-Marie Villemain de tuer Bernard Laroche. Absolument. Vous les avez quand même chauffés, les Villemain, ils étaient fragiles. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité dans la mort de Bernard Laroche? Non, mais tout le monde, vrai, j'ai une responsabilité. Ils n'avaient pas besoin de moi. Bon, peut-être que je suis un peu le détonateur quand même, c'est certainement. Mais moi, j'ai pas pensé qu'ils passeraient à l'acte. Je pensais que Lambert allait faire son boulot, c'est tout, et qu'il serait protégé. Il n'a pas été protégé, ni les gendarmes, ni les CRPJ. Ils sont arrivés comme les carabiniers. Tout le monde est arrivé en disant « bah oui, on le savait ». Tout le monde le savait. Personne n'a rien fait. Jean-Marie Villemain est incarcéré pour le meurtre de son cousin. Sa femme, Christine, se retrouve donc seule face aux soupçons des policiers et du juge. Seule face aux accusations des journalistes qui se divisent en deux clans, pour ou contre la mère de Grégory. Les articles deviennent des tribunes. Ah oui, c'est une ambiance de guerre civile. Ça va peut-être vous paraître un peu fort comme terme. C'est une ambiance de... on se haït. Exemple le plus frappant, l'article signé Marguerite Duras dans Libération. L'écrivain, fasciné par l'affaire, dit avoir eu une vision en allant sur place. Elle décrit Christine Villemain comme une femme sublime et meurtrière. L'article fait scandale. La phrase de Marguerite Duras est restée dans les esprits, mais ça n'était absolument pas l'affaire et c'était inadmissible d'écrire ce qui a été écrit par Marguerite Duras, bien que Marguerite Duras soit un personnage de notre littérature. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire et qu'on ne peut pas écrire. Ça arrange tout le monde, ça arrange les fantasmes et les constructions délirantes de tout le monde, que ce soit elle. Eh bien, ça sera elle. Et puis, si elle en crève, on n'en a rien à foutre, quoi. Retour à l'enquête. Voilà que de nouvelles expertises en écriture désignent Christine Villemain comme le corbeau. Aussitôt, la jeune femme est emprisonnée. Enceinte de 6 mois, Christine Villemain entame une grève de la faim et tente même de se suicider. Elle sera libérée 11 jours plus tard. Le temps pour la justice de reprendre ses esprits et de faire le bilan. Il faudra pourtant 7 longues années avant qu'un non-lieu soit rendu en faveur de Christine Villemain, avant que la jeune femme soit officiellement blanchie du meurtre de son fils. Christine Villemain était innocente, puisque c'est un arrêt, on dit historique, qui n'a pas été rendu comme sont rendus les non-lieux pour absence de charge suffisante, mais pour absence de charge. C'est-à-dire que tout ce que les services de police judiciaire avaient estimé devoir retenir pour charge, je crois qu'il y en avait 25, une par une, ont été reprises dans le supplément d'information, ont été démontées et ont été annihilées. En ce qui concerne l'autre suspect de cette affaire, Bernard Laroche, la justice a conclu qu'il existait contre lui des charges très sérieuses d'avoir enlevé Grégory. Mais aucun indice ne le désigne comme l'assassin. Et Bernard Laroche n'est plus là pour se défendre. L'instruction se clôt donc sur un échec.
Où, quand, comment et surtout qui a tué le petit Grégory? La justice est incapable de répondre. Les Villemain n'abandonnent pas pour autant. Pendant des années, ils vont continuer à solliciter la justice pour obtenir enfin des réponses. À force de patience et de persévérance, ils obtiennent 7 ans plus tard, en 2000, que la justice rouvre le dossier de l'assassinat de leur petit garçon. Le but? Réaliser des expertises ADN sur un demi-timbre retrouvé sur l'une des lettres du corbeau. Leur espoir? Retrouver d'éventuelles traces de salive. De l'espoir, mais aussi et surtout des obstacles. À mon sens, il y a 2 difficultés. La première, c'est qu'il y a peu de matériel biologique à exploiter. La seconde, qui est aussi non négligeable, c'est que beaucoup de personnes ont touché les objets sous scellés. Donc il y a une dilution, et ça c'est vraiment la deuxième difficulté, une dilution et également une pollution, puisqu'il y a des ADN de tiers qui viennent se superposer. Finalement, ces expertises ADN ne donnent rien. Aucune empreinte génétique ne peut être extraite de ce timbre. Pendant ce temps, d'autres procédures sont engagées, cette fois-ci par le clan Laroche. Sa famille poursuit la justice pour faute lourde. Bernard Laroche n'aurait jamais dû mourir. Il aurait dû être protégé. Une négligence reconnue par la justice 16 ans après son assassinat, en 2001. L'État a été condamné pour faute lourde. On a effectivement constaté que les circonstances qui ont abouti à l'assassinat, puisqu'il y a une préméditation de Bernard Laroche par Jean-Marie Villemain, sont une chronologie de défaillances successives judiciaires. Les gendarmes, en définitive, donnaient un laissez-passer ou un permis de tuer à Villemain, tout simplement. Marie-Ange Laroche, plusieurs années après, vous avez obtenu que l'État soit condamné pour le manque de protection de votre mari. C'était important pour vous? Oui, moralement, oui, c'est sûr que ça prouvait quand même qu'il y avait d'une certaine façon, comment dire, des erreurs, quoi, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, quoi. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il fasse? Que la justice fasse? Dans un premier temps, bien démontrer que Bernard, s'il a été remis en liberté, c'est qu'il était innocent. Ça, c'était important à faire. Ce qui n'a pas été fait, quoi. Vous avez encore de la colère? Oui. Contre qui? Contre tous ceux qui ont participé à cette affaire. C'est-à-dire? Médias, gendarmerie, procureur, juge. Et Jean-Marie Villemain? Oui, surtout Jean-Marie Villemain. Surtout lui, oui. Aujourd'hui, vous arrivez à comprendre son geste? Non. Non, même avec le recul, non. Je comprends pas. Non. Ce serait trop facile de prendre le fusil puis de les tuer. Non. Vous pensez que vous pourrez lui pardonner un jour? Jamais. Jusqu'à ma mort, jamais je lui pardonnerai. Jamais. Je ne dis pas qu'il n'a pas souffert, ça c'est sûr. Ça doit être terrible de perdre un enfant, ça, je le conçois. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il nous a détruits aussi. Hein. Il a quand même détruit une famille, il a quand même détruit le père des gosses quand même. Il a fait du mal aussi. Hein. Beaucoup de mal. De leur côté, les Villemain veulent eux aussi obtenir que l'État reconnaisse ses erreurs. Ils engagent donc une nouvelle procédure. Ils estiment que la justice, par ses manquements, leur a ôté les chances de connaître les circonstances de la mort de leur fils. Il n'existe pas d'obligation de résultat. Mais ce qu'on demande, c'est que la justice se donne les moyens
de parvenir à des résultats. Or là, il a été stigmatisé par la Cour d'appel de Paris que finalement la justice ne s'était pas donné tous les moyens qui auraient été possibles compte tenu des dysfonctionnements qui ont été constatés. Les Villemain obtiennent gain de cause. L'État est condamné à leur verser 35 000 € chacun. Une condamnation symbolique qui n'efface pas les dysfonctionnements de cette enquête. Des dysfonctionnements que, malgré le temps, les Villemain ne désespèrent pas de pouvoir contourner. 7 ans plus tard, en décembre 2008, ils reviennent à la charge avec de nouveaux éléments. Jean-Marie Bonnet, vous êtes procureur général à Dijon et c'est vous qui allez requérir pour que soit réouverte l'enquête sur l'assassinat de Grégory. Pourquoi ? Je suis saisi de cette demande, faite d'abord par les époux Villemain, qui me fournissent, à l'appui de leur demande, une expertise privée, m'indiquant qu'il est possible aujourd'hui, en 2008, d'éventuellement trouver des traces ADN et de les exploiter sur notamment les vêtements de l'enfant. Au vu de cette expertise privée, je décide de faire une première investigation qui est confiée à un laboratoire et qui me dit qu'il est possible d'exploiter les scellés sur le plan de l'ADN. C'est donc pour cette raison, l'évolution de la science, que je décide de requérir la réouverture, s'agissant simplement du fait que les éléments nouveaux qui sont nécessaires sont constitués par l'évolution de la science. Alors, vous allez décider de faire procéder à de nouvelles analyses. Sur quel scellé ? On décide l'expertise des vêtements, des cordelettes, d'un certain nombre de supports écrits, papier, timbres, lettres, etc. Mais notre idée première et initiale, c'était de se tenir au plus près de la scène de crime. Donc ce que nous, vraiment, on cherchait à trouver, c'était des traces ADN sur les vêtements, sur les cordelettes, qui sont vraiment au cœur du crime. À partir de tous ces éléments, vous avez de l'ADN ? Il y a beaucoup d'ADN qui est trouvé, en fait. Simplement, la difficulté auquel on va se heurter, c'est qu'au fil du temps, c'est qu'on va comparer cet ADN, puisqu'évidemment, une fois qu'on a trouvé de l'ADN, c'est intéressant, mais encore faut-il mettre un nom dessus. Et qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne qu'on ne met pas de nom sur les ADN qu'on a trouvés. Et ça, c'est la grande déception de notre démarche et de la démarche qui a été faite au cours des années passées. On n'a pas mis de nom sur ces ADN. Une déception immense pour les parents de Grégory qui, malgré tous ses échecs, refusent toujours de renoncer. Ils y croient encore aujourd'hui ? Je pense tant qu'il y aura la moindre opportunité scientifique de pouvoir identifier le ou les auteurs, surtout les circonstances, oui, ils y croiront. C'est ce qui fait leur force aussi, c'est qu'ils n'ont jamais rien lâché. Mais côté Laroche, pas facile de subir ce feuilleton judiciaire et médiatique. Maître Welser, comment vivez-vous chacune des réouvertures du dossier ? À chaque réouverture du dossier, on présente les images de Bernard Laroche en bleu de travail menotté, et donc il y a une présomption de culpabilité. Et un mort, c'est tellement facile de le charger. Donc à chaque réouverture de dossier, pour Marie-Ange, c'est dramatique. Une des dernières réouvertures du dossier, la presse a encore titré « La semaine décisive ». Il faudrait peut-être se rendre compte qu'au bout de 30 ans, il n'y a pas de semaine décisive, malheureusement. Grégory Villemain est mort, première victime. Bernard Laroche est mort, deuxième victime. Troisième victime, la justice, puisque cette affaire est un gâchis extraordinaire où on ne connaîtra, je crains, malheureusement, pas la vérité compte tenu de tous ces gâchis. À chaque fois, ce sont de nouvelles suspicions sur Bernard Laroche. Jusqu'à chaque fois, ce sont des prétendues suspicions. On dit l'ADN et tout le monde, certains se disaient on va retrouver peut-être l'ADN de Bernard Laroche. Non, il était innocent. On l'a pas retrouvé. On l'a comparé. C'était pas le sien. Et la pauvre Marie-Ange ne peut pas faire ce travail de deuil. C'est toujours refaire du mal, retourner le couteau dans la plaie à chaque fois pour rien, quoi, en fait. Vous aimeriez qu'on sache enfin ce qui s'est passé ? Oui, j'aimerais bien savoir, oui. Vous ne craignez pas que la vérité amène vers votre mari, Bernard Laroche ? Non, je le crains pas, puis je le craindrai jamais, puisque c'est pas lui. Ça, c'est sûr que c'est pas lui. Quelle est votre vie depuis
depuis ce drame? Ma vie a été difficile à se reconstruire. Forcément, j'ai pas retrouvé de travail tout de suite. J'ai voulu essayer de refaire ma vie, bon, ça n'a pas collé. Après, le pire de tout ça, c'était de retrouver du travail, quoi. Mais bon, les portes se refermaient à chaque fois. Hein. Pourquoi, à votre avis? J'étais la veuve de Bernard Laroche, tout simplement. Aujourd'hui, vous avez fini par retrouver du travail? Oui, j'ai un emploi. Je suis agent d'entretien. Vous vivez toujours dans la région? J'habite toujours dans les Vosges, oui, et je vois pas pourquoi que j'en partirais. J'ai rien à me reprocher. Votre sœur, Muriel Boll, vous êtes toujours en contact avec elle? Non, ma sœur, je ne la côtoie pas, je vais pas chez elle, elle vient pas chez moi. Si on se voit, bon, ça va être entre deux portes quand je sors du magasin, ou voilà, mais ça en reste là, quoi. Vous pensez qu'elle a des secrets, encore, aujourd'hui? Je ne pense rien du tout. Deux sœurs devenues ennemies, mais deux sœurs que le même drame unit. Maître Pron, comment va Muriel Boll aujourd'hui? Il y a beaucoup de tristesse. Sa santé s'est beaucoup délabrée avec tout ce stress. Elle s'est remise de cette affaire? Certainement pas. On ne peut pas s'en remettre. Ressasser et devoir expliquer, parce qu'on parle toujours de l'affaire. En France, il y avait autrefois la prescription criminelle, c'était 10 ans. Un crime était commis, on n'avait pas retrouvé l'auteur du crime au bout de 10 ans. C'était terminé, extinction des poursuites. Aujourd'hui, on avance les progrès réalisés par la police scientifique pour dire « rouvrons les vieux dossiers ». C'est pour ça qu'on a rouvert en 2008 l'affaire. Pourquoi pas? Seulement voilà. Entre le moment où on fait les prélèvements, le moment où on les examine, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens touchent. 25 ans quasiment dans cette Alors, affaire. autant jouer au loto et on va tirer le... Alors je pense que si on joue au loto, on doit jouer la paix des familles et le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, une notion impossible pour les journalistes. On ne compte plus les livres publiés sur cette affaire, les documentaires et même une fiction en 6 épisodes diffusés sur France 3 à l'automne 2006. Son nom, La Vallée. 30 ans après, l'affaire Grégory suscite toujours la même passion. Face à cette hystérie médiatique, les Villemains ont un jour décidé d'opposer aux journalistes un silence ferme et définitif, depuis plusieurs années. Laurence Lacour, comment est-ce qu'on peut expliquer, selon vous, que cette affaire fascine autant encore les journalistes? Il y a deux choses. Il y a d'abord l'énigme. Les Français adorent les énigmes, et les Français adorent les romans policiers et adorent les Simenon. Et cette affaire avait tout d'un très très bon Simenon. Et donc, tant qu'on n'a pas la fin du roman, on a du mal à lâcher le roman. Ça, c'est évidemment un premier point. Le second, c'est que cette histoire appartient désormais à la mémoire collective. Les Villemains ne veulent plus s'exprimer aujourd'hui. Pourquoi ce silence? Ce qui a détruit Christine et Jean-Marie Villemain, ça a été le bruit, l'exposition, la surexposition, les photos, la couleur, la télévision ensuite. Donc forcément, ce qui les a aidés à se reconstruire et ce qui les protège aujourd'hui, c'est son contraire, c'est-à-dire le silence, l'ombre, la sérénité et la paix retrouvée. Leurs enfants, comment est-ce qu'ils vivent aujourd'hui encore ce drame? L'aîné a été plongé en plein dans la tourmente. Dans le ventre de sa mère, il a connu la prison. Néanmoins, il s'est très très bien construit ensuite. Et puis les deux suivants sont arrivés après et ont une vie beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine. Et ce qui les a sauvés, je pense, c'est évidemment l'amour et la solidité de leurs parents. Et puis le fait que ceux-ci n'aient jamais rien caché à leurs enfants. Une histoire lourde de conséquences qui, pour Laurence Lacour, est le symbole d'une époque. Alors pour moi, c'est une affaire qui est très emblématique, voilà, des années dans lesquelles elle a été la plus forte, c'est-à-dire 84, 85, 86. Ce sont vraiment les années charnières où la France bascule d'une époque à une autre qui est celle d'aujourd'hui.
Elle se passe en Lorraine, cette affaire. C'est quand même une région qui a été porteuse d'une histoire qui était encore très présente. Elle se passe dans un contexte socio-économique très révélateur de l'avenir. En tout cas, on peut le deviner. La crise du textile qui frappe de plein fouet les Vosges avec les premières délocalisations. C'est tout un effondrement d'une économie qui était une économie sûre sur laquelle on pouvait se reposer. Grégory, lui, à l'inverse, il incarne cette France que j'appelle du bébé Cadom. C'est-à-dire de la publicité. De la publicité bébé Cadom. Il a la mèche, il est même sur le même fond de couleur. Les mêmes joues roses. Il a les mêmes joues. Voilà. Il incarne une France blanche, proprette, qui va s'acheminer vers les 30 Glorieuses. Et c'est vraiment, je crois, cette France-là à laquelle les gens s'accrochent. Il incarne un bonheur perdu. Et personne n'a envie de renoncer à ce bonheur. Un bonheur perdu à jamais. 6 juges d'instruction se sont succédés. 2 personnes ont été inculpées. Bernard Laroche est mort assassiné. Christine Villemain et sa famille ont été brisées. Dans un livre paru à l'automne 2014, le juge Lambert affirme que Laroche était innocent. 30 ans plus tard, l'assassin du petit Grégory est peut-être toujours en vie. La justice française s'est finalement noyée dans la Vologne.